bonsoir à tous. Il y a le jeu aussi, si tu veux, que je mette en premier. Ouais, tu restes pas. Ouais. Moi, je m'appelle Frédéric Istas, ça fait 25 ans que je suis dans le métier de l'informatique et la cybersécurité. C'est un fil rouge chez moi depuis 25 ans. J'ai monté une école qui est spécialisée en cybersécurité sur Reims qui s'appelle César Hub. Et j'ai la chance et l'honneur que Adrien a pris un alternant chez nous. Voilà, et puis j'ai travaillé dans différents secteurs, des startups, des grosses entreprises, banques, assurances, etc. Et puis les diplômes qui vont avec. Alors, on a déjà dit beaucoup de choses, donc je pense qu'il y a beaucoup de points sur lesquels je passerai assez rapidement, puis on va essayer de terminer cette session plutôt par quelque chose d'un petit peu ludique. Pour rejoindre un petit peu ce que disait Geoffroy juste avant, alors évidemment, c'est plus la partie mercantile, mais en fait, on a une petite phrase assez marrante. Alors, c'est pas sur les incendies, les extincteurs, mais on dit que la cybersécurité, avant, c'est trop cher, malheureusement, après, c'est trop tard. Et puis, évidemment, sur tout ce qui est sauvegarde des données, en fait, c'est une obligation. Je pense que ce n'est même pas le prix qu'il faut mettre en avant, c'est vraiment une obligation, c'est même devenu une obligation légale. Il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, si demain vous mettez en péril votre activité, eh bien, ça peut être votre responsabilité en tant que chef d'entreprise qui peut être engagée si vous n'avez pas mis les moyens en face pour lutter contre ces choses. Donc, on va essayer de revoir un petit peu tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. N'hésitez pas à poser vos questions, je suis là pour ça. Donc, premier sujet, bien évidemment, c'est les mots de passe. Donc, comme disait l'adjudant, il faut malheureusement un mot de passe par service. Pour une raison super simple, c'est qu'aujourd'hui, tous les jours, il y a ce qu'on appelle des fuites de données. Et les fuites de données, ce n'est pas uniquement chez les petits acteurs CRM, etc. Tous les jours, il y a des très gros qui se font voler, LinkedIn, Microsoft, Sony, etc., etc. Et à partir du moment où votre mot de passe a fuité une fois, vous pouvez être sûr et certain qu'ils vont réessayer votre même mot de passe avec votre email sur des tas de services différents. Donc, si vous utilisez le même mot de passe sur des tas de services différents, ce n'est pas parce que vous l'utilisez que sur 2-3 gros services que ce n'est pas mis en danger. Donc ça, c'est vraiment très important. Il faut vraiment être très, très vigilant là-dessus. Donc, juste pour compléter sur ce que disait l'adjudant, aujourd'hui, pour se connecter sur un site, généralement, on utilise les mots de passe, ce qu'on appelle un facteur de connaissance. Aujourd'hui, il faut quasiment systématiquement utiliser aussi ce qu'on appelle un facteur de possession avec le MFA. Donc, vous savez, quand vous vous connectez, on reçoit un petit SMS avec un code, on rentre ce code et on peut enfin s'authentifier sur le site. Ça, il faut absolument, dès qu'un service le propose, il faut absolument l'activer. Parce que la probabilité de chance qu'on vole votre mot de passe, elle est très élevée. Par contre, qu'on vole votre mot de passe et votre téléphone et qu'on reçoit le code SMS, c'est quand même beaucoup plus. Donc voilà, donc ça c'est le premier conseil vraiment générique, activer systématiquement le facteur de possession par SMS. Et là, je vous donne un petit site aussi qui est intéressant, c'est, je ne vais pas le dire en anglais parce que je ne suis pas vraiment bilingue, mais en tout cas, si vous allez sur ce site et que vous rentrez votre adresse email, ça va vous permettre de voir si votre adresse email a été volée ou pas. Il n'y a pas de miracle, hein. Il faut les changer évidemment régulièrement et pas utiliser le même mot de passe pour des services différents. Et là, je ne sais pas si Terra Informatique a des solutions, mais en fait, il faut utiliser des gestionnaires de mots de passe. Il y en a qui sont gratuits. Il y a notamment KeePass, je crois, qui est recommandé par l'ANSSI, qui marche vraiment très, très bien. Le seul problème de KeePass, c'est qu'il n'est pas collaboratif. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, partager des secrets avec des employés, etc. Il marche pour des personnes en matière physique. Mais après, il y a d'autres services qui fonctionnent très bien. Donc, je vous invite vraiment à utiliser ça. Et après, l'ANSSI recommande des mots de passe effectivement d'au moins 12 caractères. Alors ça, je mettrais quand même un gros bémol là-dessus. Parce que si vous mettez 12 fois le chiffre 1, ça ne va pas tenir très longtemps. 12 caractères avec une majuscule et un... Mais là, par exemple, pour dénoncer personne, je fais une mission de cyber à la Poste. Ils ont réussi à remonter sur l'Active Directory et sur plus de 8000 comptes. Il y en a 75% dont on a retrouvé les mots de passe en moins de 4 heures. Et pourtant, il y a des politiques de sécurité, de renouvellement, etc. etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous faites voler votre mot de passe, ils vont être agrégés en fait, dans des grosses bases de données. Il y a notamment un truc qui s'appelle CrackStation, qui fédère en fait, tous les mots de passe qui ont été volés de tous les services au niveau mondial. Et bien évidemment, aujourd'hui, quand on essaie de craquer un mot de passe, on ne va pas essayer toutes les combinaisons de la première à la dernière, ce serait complètement idiot. On va utiliser ces grosses bases de données qui contiennent tous les mots de passe qui ont fuité. Et généralement, ça match pas mal. Est-ce que tu veux le jeu ? Non, j'avance un peu vite fait.
Bon, sinon, après, il y a pas mal de méthodes pour essayer de retenir des mots de passe. Très honnêtement, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut. Mais bon, les méthodes qui sont recommandées par l'ANSSI, c'est la méthode phonétique. Donc, par exemple, là, on voit que j'ai généré un mot de passe GHT 5CD 7AM. On peut, par exemple, prendre les premières lettres d'une phrase, d'une expression, ou n'importe quoi. Et surtout, surtout, ne jamais se fier au navigateur qui enregistre les mots de passe. Première recommandation, c'est ne jamais enregistrer les mots de passe dans les navigateurs, parce qu'en 2 clics, en fait, le mot de passe, on le voit, il est en clair dans le navigateur. Donc, c'est tout sauf une bonne idée. Donc, en entreprise, on détermine des règles de longueur de mot de passe, ça c'est classique. Ce qu'il faut toujours faire, c'est quand vous recevez un nouveau équipement, vous avez acheté, je ne sais pas moi, une webcam, vous avez acheté une nouvelle imprimante, systématiquement changer les mots de passe par défaut. Parce que ça, c'est la porte d'entrée la plus facile. Et il faut bien comprendre que si, par exemple, il y a une webcam qui est installée là-bas, c'est une marque connue, donc on va tout de suite tester le login et le mot de passe par défaut de ce matériel-là. À partir du moment où on est sur la webcam, rien ne nous dit qu'on ne peut pas rentrer sur le réseau en interne, puisque le réseau interne accède à la webcam. On peut évidemment aller dans les deux sens. Voilà, donc après le reste, c'est un petit peu des lapalissades. L'adjudant a été très, très insistant là-dessus et Geoffroy aussi. C'est bien évidemment mise à jour des logiciels tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne faut pas attendre. Si les éditeurs font des mises à jour, c'est parce qu'ils corrigent des nouvelles fonctionnalités, ils corrigent des failles de sécurité. Donc ne pas les mettre à jour, c'est votre responsabilité. Voilà. Donc généralement, si on a un service comme Terre Informatique qui gère, c'est plutôt juste vérifier de temps en temps que les mises à jour, elles sont quand même bien faites, elles descendent bien de votre côté. Et puis, si vous êtes administrateur de votre poste, c'est-à-dire que vous avez par exemple un ordinateur portable et vous connectez un administrateur dessus, c'est de votre responsabilité de faire les mises à jour de votre côté, parce que personne ne va les faire à votre place. Voilà, et puis dernière recommandation, c'est bien évidemment télécharger les mises à jour sur les sites officiels et pas sur des sites tiers. Ça paraît assez évident. Pareil, sauvegarde, je vais passer assez rapidement parce que je pense qu'on a déjà pas mal abordé le sujet. Plutôt faire attention aux services type cloud. Alors ça, c'est plutôt le franco-français qui parle, mais aujourd'hui, si vous exportez toutes vos données sur des types AWS, Azure, etc., eh bien, les données sont répliquées sur des zones autres que l'Europe, et puis après, voilà, avec les cyberactes, etc., on ne sait pas ce que peuvent devenir vos données, donc il vaut mieux choisir un bon prestataire qu'on a sous la main, comme ça, si ça ne marche pas, on peut l'appeler, on peut aller le voir. Et puis, derrière les conditions générales, ça, personne ne le fait, moi y compris. Et puis surtout, très important, c'est de chiffrer les données avant de les envoyer sur les sauvegardes. Ça évite que si le prestataire cloud se fait voler, que n'importe qui puisse accéder aux données en clair. Voilà, donc pour les sauvegardes. Le Wi-Fi, alors toujours pareil, l'abonné est juridiquement responsable de ce qui se passe sur sa connexion Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple je me connecte ici en Wi-Fi et que je fais des actions qui sont illégales, je pense que nos amis de la gendarmerie, les premières personnes qui vont aller voir, c'est le titulaire de l'abonnement, ce qui paraît assez logique. Donc les petits panneaux, on écrit le mot de passe Wi-Fi à gauche, à droite, on fait évidemment très attention. Et puis ce qu'il faut vraiment retenir, c'est si vous mettez à disposition un Wi-Fi pour vos clients, pour vos invités, etc., prenez un deuxième abonnement Internet avec un deuxième Wi-Fi. Au moins comme ça, vous isolez vos données, votre système d'information de ce qui se passe ailleurs. Activez le pare-feu de votre box. Alors ça, je pense que ça ne parle pas forcément à grand monde, c'est plutôt quand vous êtes accompagné par Terre Informatique où ils vont vérifier ça. Et puis, ce qu'il faut bien retenir, c'est que, je ne l'ai pas mis là, mais très important, c'est que si vous utilisez des Wi-Fi publics, type SNCF, Starbucks, McDonald's, ne jamais consulter sa messagerie, ne jamais consulter sa banque, parce que tout ce que vous faites sur des Wi-Fi publics, c'est comme si vous le faisiez au milieu de la place publique. Okay. Sujet de mobilité, alors ça, je vais le faire aussi très très simple, c'est quand on prend le train qui fait Reims-Paris, on voit tous ceux qui vont travailler à Paris à la Défense avec leur ordinateur sur la tablette, et puis derrière, on voit ce qu'ils tapent, on voit les mails, on voit les mots de passe. Donc pareil, ça coûte 15 ou 20 €. Mettez un filtre écran sur le PC portable. C'est pas très cher et ça sauve des vies, comme on dit. Donc ça, vraiment très, très important. Aussi, un petit classique, c'est sur vos ordinateurs, mettez toujours un signe distinctif. Alors ça, c'est plutôt pour ceux qui ont vraiment des données très sensibles. Mais voilà, on est tous chez Mac, on est tous chez Dell, tous les ordinateurs se ressemblent un peu. Donc faire un échange d'ordinateur rapide, ça peut passer en dessous du radar.
évidemment, on se fait voler ces données. Et puis, toujours, encore une fois, vérifier que les mots de passe ne sont pas préenregistrés dans le navigateur. Pendant la mission, donc gardez vos appareils, ne pas les laisser à l'hôtel. De la même manière, il ne faut pas laisser non plus ces ordinateurs dans les entreprises chez les clients, parce qu'aujourd'hui, notamment dans les environnements plutôt banque-assurance, ils sont maintenant assez méfiants là-dessus. Mais évidemment, toutes les femmes de ménage qui passent, il suffit de leur donner un billet, et puis elles récoltent tous les post-it ou prennent en photo les post-it avec les mots de passe qui traînent, et ça fuite assez rapidement. Donc ça, on n'y pense pas souvent, mais c'est la méthode de vol qui est la plus facile. Désactivez Bluetooth et Wi-Fi si vous n'en servez pas. Et puis aussi, ça paraît, je pense que ce n'est pas l'adjudant qui contredira, si vous allez dans un pays étranger, que votre matériel est saisi ou contrôlé, vous devez en informer votre service informatique. Ils ont peut-être fait une copie, ils ont fait un backup, bref, il faut moins que l'information circule. Et puis ne connectez pas vos appareils sur des machines que vous ne connaissez pas. Typiquement, un jour, il y a eu un temps où quand vous chargez votre téléphone avec des prises USB, par exemple à la SNCF, vous mettez votre prise USB, et en fait, vous ne le savez pas, ça charge votre téléphone, mais ça copie aussi en même temps toutes les données du téléphone. Là, vous êtes fait voler, vous ne le savez pas. Après la mission, effacer l'historique de navigation. Alors ça, c'est pour ceux qui ont des choses à se reprocher aussi, notamment, mais bon, c'est un autre sujet. Changer les mots de passe, et puis surtout, quand on vous offre des clés USB, ouais, il y a une autre théorie qui dit quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, c'est que c'est jamais très bon, quoi. Voilà, après l'utilisation de la messagerie. Alors ça, pareil, je vais passer assez rapidement parce qu'on en a parlé. Désactiver l'ouverture automatique des documents téléchargés, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus tellement le cas. Relayer les chaînes d'email, bon, on faisait ça il y a 15 ans, je pense que tout le monde est passé à autre chose aussi aujourd'hui. C'est bon. Et puis surtout, s'il y a des liens dans l'email, passez la souris dessus et inspectez-les. Donc, vous passez la souris sur le lien et vous regardez que le lien qui est affiché, c'est un lien qui vous paraît correct. Juste là-dessus, il faut faire très attention, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle forme de piratage qui s'appelle le typo-squatting, où en fait, par exemple, vous allez, je ne sais pas moi, sur cic.fr, et en fait, aujourd'hui, il y a des caractères qu'on appelle des caractères ASCII qui ressemblent au I ou qui ressemblent au C, et qui ne sont pas un vrai I, qui ne sont pas un vrai C, et vous avez l'impression d'être sur CIC, mais en fait, vous n'êtes pas sur CIC. Donc, il faut faire aussi, malheureusement, très attention à ça, parce que voilà, 19 000 milliards en cybercriminalité, ça vaut le coup. Donc, les criminels, ils se updatent aussi, forcément. Donc, voilà, il faut faire attention à ça. Le paiement en ligne, toujours pareil, il faut toujours le faire en HTTPS. Vérifier l'exactitude du site, faute d'orthographe, ça, c'est le grand classique. La chance qu'on a, c'est que tous les spams qu'on reçoit, il y a toujours des fautes d'orthographe ou il y a toujours quelque chose qui nous paraît pas crédible. Mais bon, pareil, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, etc., on commence à recevoir des vrais spams qui ressemblent à quelque chose. Donc là, il faut faire quand même assez attention. En règle générale, de toute façon, quand on vous demande votre code bancaire, c'est pas très bon signe. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure, ne jamais donner ses coordonnées bancaires par téléphone. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des services type huissier où il faut coordonner les codes et tout. Oui, mais dans ces cas-là, vous appelez. Ouais. Oui, mais on le donne quand même par téléphone. Oui. Ça reste du numérique. Oui. Voilà, pour aller très rapidement, oui, vie privée. Séparation des usages. Aujourd'hui, vous avez une activité professionnelle, vous avez une activité personnelle. N'utilisez pas les mêmes machines pour faire les deux activités. Ça paraît assez évident à dire, mais je pense qu'au quotidien, on a tendance un petit peu à mélanger les deux. Ce n'est pas une très bonne idée. Jamais de données personnelles sur les équipements pro. Je ne sais pas ce que dit la loi, mais à mon avis, ça doit être assez litigieux. Et jamais de support amovible sur les équipements pro. D'accord, donc si vous trouvez une clé USB par terre, ne la mettez pas sans réfléchir sur votre ordinateur pour voir ce qu'il y a dessus. A priori, il n'y aura rien qui va vous intéresser. Voilà, toujours être vigilant vis-à-vis des formulaires qu'on remplit. Quand on donne un nom, un prénom, il faut bien se dire qu'un jour ou l'autre, le site en face va se faire pirater, donc les données vont fuiter. Et le dernier conseil un petit peu pratique, c'est n'hésitez pas à utiliser plusieurs adresses de messagerie. Donc évidemment une adresse pro, une adresse peut-être perso pour les réseaux sociaux, une adresse perso pour vos paiements, etc. N'hésitez pas, aujourd'hui une adresse mail c'est gratuit, donc n'hésitez pas à dissocier tout ça. Puis voilà, du coup je vais passer assez rapidement, Adrien, parce que je pense que c'était un peu que des redites sur ce qu'on s'était dit. Petite question par rapport au jeu. Je veux que je mette le petit jeu en place. Ouais.
Tu nous as préparé quelque J'ai chose? une question. Oui. En fait, on parle beaucoup des mots de passe, ils Ouais. doivent être longs, etc. On en a beaucoup. Mm. Où les enregistrer? Comment les enregistrer pour qu'ils soient en sécurité? On va les mettre sur les post-it, etc. Alors, les post-it, c'est non, ouais. Voilà, donc où est-ce qu'il y a des cadenas ou des choses qui peuvent Ouais. être trouvées pour éviter ces problèmes de… Ce que je disais, c'est qu'il vaut mieux choisir une solution logicielle pour gérer vos mots de passe. Premièrement, c'est que c'est des mots de passe aléatoires qui vont être générés, qui vont être très compliqués. Et puis surtout, après, vous, ça ne vous oblige pas à les retenir. C'est ça le problème. Bah oui, Parce c'est que ça. quand on en a beaucoup, Bah justement, c'est le logiciel après qui va pré-remplir en fait dans les sites internet avec le login et le mot de passe que lui aura décidé. Et après, il y a des solutions qui sont gratuites, comme je disais, il y en a qui sont payantes. Après, c'est un petit peu au cas par cas. Mais à mon avis, pour ça, il faut vous faire accompagner de logiciels payants. Mais tout à l'heure, voilà, par exemple, on rigolait avec Adrien parce qu'il s'est fait pirater sur OnePassword, et OnePassword est une solution de sécurisation de mots de passe. Donc, comme quoi, il faut les changer tout le temps, il n'y a pas de secret. Bah oui, c'est galère, mais bon. Oui. Une question, c'est plus de la prospective, ça s'adresse plus aux trois intervenants. Par rapport à l'intelligence artificielle, c'est de la prospective. Vous en avez un peu abordé, ça risque d'être très pointu, ça risque d'être très performant. Alors ouais, c'est même pas du futur, c'est du présent. Aujourd'hui, par exemple, on parlait beaucoup du phishing. Là, on est encore un petit peu dans l'époque où effectivement, on voit un petit peu le brouteur au Cameroun qui est dans son taxiphone en train d'envoyer les mails. Mon chéri, envoie-moi un billet d'avion. Donc c'est vrai que ça nous fait rigoler parce qu'on est, enfin, j'ai envie de dire 15 ans plus tard, on est maintenant acculturé et on sait qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est clair que demain, tout ce qui va être tentative de phishing, etc., elles vont être super évoluées et ce sera très compliqué à détecter. Donc oui, c'est sûr que ce ne sera pas facile. Après, ça peut être aussi une opportunité. Nous, on utilise par exemple l'intelligence artificielle. Par exemple, on a un client qui a beaucoup de ce qu'on appelle des assets, donc des ordinateurs, des serveurs, etc. On sait que sur tous ces ordinateurs, il y en a qui sont sensibles, il y en a qui le sont un peu moins. Donc en fait, grâce à l'IA, on est capable aussi de savoir comment faire pour mieux protéger les assets qui sont très sensibles par rapport aux autres, etc. Donc c'est qui vivra verra. Hein, mais c'est sûr que les cyberattaques seront de plus en plus compliquées, évoluées, et on va sortir du schéma où c'est un gars qui va faire 40 fautes d'orthographe sur une phrase. Et ça, on se doute que ça va passer, quoi. Ça répond à la question. Si, c'est vrai qu'il y a aussi les défenseurs qui vont aussi avoir le tour de bénéficier d'intelligence artificielle pour défendre. Ouais. Voilà, donc pour terminer, un petit jeu que j'avais vu avec Adrien. J'ai un ami qui m'envoie une photo. Donc voilà, une photo qu'on peut récupérer par exemple sur Facebook. Et puis en fait, il me met au défi juste de savoir où il est. Donc voilà, donc ça paraît à partir d'une photo banale jusqu'où là on peut aller. Donc voilà, donc sur cette photo, alors, je sais pas, voilà. Ok. Donc déjà, là, la photo, on voit qu'elle a été prise dans un miroir. Donc première chose à faire, ça va être déjà de retourner dans le bon sens l'image pour la voir finalement en façade. Donc là, évidemment, on va voir que tout peut se passer sur Internet. Donc on a un site qui nous permet en fait de retourner tout simplement une image, et comme ça va nous permettre déjà de la voir en fait en frontal. Deuxième chose, aujourd'hui, justement, on parlait de l'IA, c'est le bon moment. Aujourd'hui, l'IA, vous avez tous entendu parler de Midjourney, je suppose, ChatGPT, forcément. Aujourd'hui, en fait, l'IA, ça peut également servir en fait à optimiser la qualité des images. Donc là, par exemple, j'ai une image, et en fait, grâce à l'IA, je vais pouvoir, vous savez, un petit peu comme dans les experts il y a 10 ans où on rigolait, aujourd'hui, on est capable de récupérer vraiment de l'information très fine dans les images pour en augmenter la qualité. Donc, on va pouvoir, par exemple, passer cette image sur des filtres d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de ce qu'on appelle upscaler l'image. Donc, à chaque fois, je mets des petits liens, je ne sais pas si Adrien partagera ou pas, mais vous pourrez faire le test. Ça vous permet d'augmenter la résolution de l'image et donc de voir beaucoup plus d'informations dedans, et donc commencer à lire, par exemple, les petits panneaux qui sont sur le côté, etc. Ensuite, le pirate, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à analyser l'image. Donc, si on regarde vite fait, on va voir que déjà, on est plutôt dans un ascenseur qui est luxueux. On se doute qu'on n'est pas dans un haussmannien dans le 12e arrondissement d'il y a 150 ans. Et on voit aussi également qu'il y a beaucoup d'étages. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une grosse panoplie de boutons sur les côtés. Donc, on se doute a priori qu'il est dans une grande tour. Voilà. Donc, si on continue un petit peu notre recherche, on voit un panneau intéressant. Donc évidemment, avec l'IA, on ne va pas voir des données qui ont été perdues, mais on peut commencer à voir des choses qu'on ne peut pas forcément voir à l'œil nu.
Donc on voit que c'est écrit par exemple en anglais et en arabe. On voit vaguement ici que c'est écrit comfort et puis quelque chose en arabe. Le logo ici, on voit que c'est un cercle qui est non fermé avec une flèche qui va en haut et qui va en bas. Donc après, voilà, on va s'amuser sur Google Images. On va prendre le logo, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Hop, on retrouve notre fameux logo qui est ici. Ça nous permet de voir le constructeur de l'ascenseur, etc. et d'avoir beaucoup plus d'informations. En allant sur le site de l'éditeur, on voit que c'est une société japonaise qui est basée en fait au Qatar. Okay, donc là, tout d'un coup, ça commence un petit peu à se préciser. Beaucoup d'étages, luxe, un ascensoriste là-bas. On continue à analyser. Et là, on voit quelque chose ici qui doit commencer à ressembler au logo de l'hôtel dans lequel la personne est. Voilà, donc on va commencer à rechercher en fait les hôtels, donc toujours pareil. On va sur le site du constructeur en fait de l'ascenseur. On a de la chance, il y a une page en fait où il affiche tous ses clients et puis on voit un logo qui ressemble au fameux logo qu'on voit dans l'ascenseur. Donc là, on comprend qu'il est à l'hôtel Pullman. On va continuer, toujours sur le site de l'hôtel, on voit en fait tous les hôtels Pullman qu'il a en fait dans le Moyen-Orient. Donc là, on voit qu'il y en a en Arabie Saoudite, il y en a dans les Émirats Arabes Unis, et il y en a un au Qatar. Donc là, ça commence tout doucement un petit peu à se préciser. Voilà, donc après, on va rechercher les hôtels. Donc, on va rechercher les hôtels qui ont plus de 45 étages. Vous vous souvenez, beaucoup de boutons sur le truc. Donc, on commence un petit peu à affiner. Et puis, bon, là, on tombe sur un bon candidat. On voit qu'on est au Qatar, à Doha, et que c'est un Pullman. Okay, si on regarde un petit peu sur Wikipédia, on voit effectivement qu'il y a 52 étages. L'hôtel fait 200 mètres de haut. Bref, ça commence à plutôt bien correspondre. Après, très intéressant, il y a ce qu'on appelle les Google Docs. Alors ça, en termes de légalité, c'est un petit peu plus moyen. En fait, aujourd'hui, quand vous utilisez Google, vous tapez des mots-clés, vous faites entrer, puis vous laissez Google faire en fait, pour trouver vos premiers résultats. Et en fait, on peut utiliser des mots-clés très spécifiques qui vont nous permettre de faire des recherches encore plus précises dans Google. Donc là, un exemple vraiment tout simple. J'ai rajouté un mot-clé qui s'appelle InURL TripAdvisor. Donc ça veut dire que je vais demander à Google de me chercher tous ces mots-clés uniquement sur le site tripadvisor.com. Et tout ce qui est en dehors de tripadvisor.com, il va me l'éjecter. Donc en fait, pourquoi je vais sur TripAdvisor? Parce que un hôtel de 52 étages, il y a probabilité de chance qu'il y ait un avis client sur cet hôtel-là, a priori plutôt élevé. Évidemment, on tombe sur un résultat. Et puis là, en voyant les photos en fait, des autres personnes qui ont posté des photos de cet hôtel, on commence à trouver des similitudes. Okay, donc voilà, donc on a compris après qu'à Google Maps en fait, que cette personne qui m'a envoyé cette photo se trouve exactement là. Donc là, je l'ai fait en 10 minutes, mais en fait, dans la vraie vie, un pirate, ça lui prend 2-3 minutes à faire. C'est juste une histoire de rapidité. Donc tout ça pour dire, en fait, quand vous diffusez des images sur Facebook ou je ne sais quoi, faites gaffe parce qu'en fait, les images, elles parlent énormément. Et là, c'est juste un exemple en 10 minutes, on pourrait évidemment aller beaucoup plus loin. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Le pire, c'est que les logiciels qui sont censés sécuriser et regrouper tous les mots de passe sont exactement la cible préférée des hackers. OnePassword est tombé, LastPass est passé, ils sont tous passés. Mais voilà. Bon, après, il faut bien utiliser les outils. Ouais, voilà, ça, mais c'est justement la cible que les hackers vont aller chercher. Ouais, mais c'est pas très grave parce que ces outils en fait font des rotations de mots de passe et sont constamment changés. Donc après, ils proposent aussi des solutions. C'est plutôt bien sécurisé. Ouais. Après, c'est des cibles de choix, c'est sûr. Est-ce que l'utilisation de données biométriques sont plus sécurisées que les mots de passe? La réponse c'est clairement non. D'ailleurs, on en revient de plus en plus. Et tout ce qui est authentification, iris, tout ça, on utilise de moins en moins. Aujourd'hui, les deux facteurs, il y a 3 facteurs pour s'identifier. C'est le facteur de connaissance, les mots de passe, facteur de possession. Ça va être le téléphone portable ou les clés RSA. Et les facteurs biométriques, aujourd'hui, les biométriques, on les croise quand même assez peu. Et je ne sais plus qui parlait justement là du Darknet. Il y a un reportage sur Netflix qui est plutôt intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, en fait, c'est un documentaire sur le plus gros hébergeur. C'était dans un bunker en Allemagne, qui hébergeait en fait tous les sites du Darknet. Et justement, ils ont dû appeler, pas le GIGN, mais des trucs locaux pour y aller. Et c'est plutôt intéressant parce qu'on voit comment ça marche. Et finalement, aujourd'hui, le Darknet, c'est juste des serveurs qui sont hébergés dans des conditions complètement anarchiques. C'est ça le truc. Voilà. Tiens, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, si vous souhaitez poser des questions.
si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer la. Merci beaucoup, Frédéric Istas, donc Césarov, pour cette intervention. Voilà, donc j'espère que ça a pu vous apporter. Alors, ça ne va pas forcément vous tranquilliser, clairement. En même temps, voilà, l'idée, c'est de se sensibiliser aussi, hein, c'est pour être conscient des risques et pour éviter un jour une déconvenue. Nous aussi, au groupe FDSEA, nos concurrents sont déjà tombés. On sait qu'on peut tomber aussi. Voilà, on va se relever. Hein, de toute façon, on sait que. Mais on fait, en tout cas, on a un service informatique qu'on a vraiment investi avec en plus la présence de Terre Informatique dans nos effectifs. Du coup, on a cette sensibilité informatique depuis tout le temps. Hein. C'est vrai que historiquement, comme tu disais, c'est plus de 20 ans qu'on est dans l'informatique. Donc, on est encore plus sensibilisé que peut-être que nos homologues, mais on sait que c'est tous les jours un challenge. Et donc, voilà, merci à tous. Et le prochain rendez-vous, donc, des Afterworks de la Cuverie, ça sera le 26 mars. On va aborder le secret de fabrication du champagne. Donc, avec le comité champagne, on va aborder, et puis certains responsables qualité de TEVC et de Bollinger seront présents pour dire un peu comment eux travaillent pour aller chercher vraiment la perfection dans de leurs produits. Quoi. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à sortir un produit d'excellence? Mais vous le faites certainement déjà, vous aussi. Ce sera simplement l'idée d'avoir une autre vision, peut-être plus de l'industrie, pour aussi, peut-être ça peut vous intéresser. Voilà, donc rendez-vous le 26 mars pour la prochaine édition. Et puis, merci à tous. Bonne soirée. Et puis, on va ouvrir le champagne si vous voulez.